bonsoir à tous les deux. Je suis ravi de vous retrouver pour une 317e rencontre Vlil et je suis ravi, heureux, honoré à chaque fois de recevoir Nicolas Ray et Marion Mazoré qui est l'éditrice des éditions Au Diable Vauvert, qui vient de remporter le prix Vlil et qui était là à la soirée. Et on te remercie grandement pour ce moment. Merci infiniment pour tout le travail que tu fais pour la maison d'édition et pour continuer à publier Nicolas Ray. Parce que ça, c'est un véritable bonheur. Une fois de plus, encore un livre dont on ne se remet pas. Alors, je vais commencer déjà par Nicolas, pour une fois. En principe, c'est Marion qui commence. Cette fois, ça va être Nicolas. J'aimerais que tu nous parles de ce qui s'est passé entre les deux livres, comment tu envisages aussi l'avenir par rapport à ces... On a l'impression que ce livre-là, c'est aussi une sorte de, peut-être d'apothéose dans ton champ littéraire, dans ton aventure littéraire qui dure depuis très longtemps. Comment se sont passées ces dernières années? Et depuis qu'on ne t'a pas vu, je crois que ça fait 2 ans on t'avait reçu avec Capizzano, il me semble. Ouais, pour crédit illimité. Ouais. Exactement, exactement. Raconte-nous ce qui s'est passé depuis 2 ans par rapport à ce qui, notamment à la genèse tout simplement de Médecine douce. Et, avant crédit illimité, donc le livre précédent Médecine douce, il y avait eu vraiment avec la marge d'erreur fait le tour absolu de l'autofiction. Et, euh, et, euh, et déjà avec crédit illimité, j'étais rentré dans la fiction absolue. Euh, et, euh, et j'ai continué vraiment dans la fiction, dans une certaine forme de fiction, avec Médecine douce. J'en avais marre de mon petit nombril. Je m'auto-soulais en parlant de moi-même. Et, euh, et, euh, et, euh, et dans mon cercle proche, la personne qui m'intriguait, franchement, c'était mon médecin généraliste. J'avais établi avec lui une sorte de rapport de compagnonnage et de séduction qui n'était pas du tout bien pour mon bilan de santé, c'est-à-dire que j'arrivais en me disant il faut vraiment que je lui parle d'un truc de santé important. Et puis en fait, au bout de 5 minutes, on commençait à parler de son passé, de ses aventures euh, en Afghanistan quand il avait pratiqué la médecine de guerre et d'autres choses, quoi. Et ce mec-là me fascinait. Et ce qu'il vivait dans son cabinet me fascinait aussi. Et, euh, et, euh, et proposé à la fin de ses consultations, euh, qu'on aille prendre un Coca Zéro pour moi, une lèvre à la pression pour lui, et que je l'enregistre. Et il m'a raconté sa vie, ses patients, son passé. Euh, il y a des choses que j'ai pas mis dans le livre, par exemple, et qui existent. C'est-à-dire que je me souviens que son père était un passionné de aller passer ses nuits dans des boîtes de nuit africaines, du côté du 6e. Sa mère était une fanat de bridge, et lui, ses premiers souvenirs d'enfance, quand il se relevait en pleine nuit, c'était la porte du salon qui était fermée et les vapeurs de cigarettes qui sortaient parce que sa mère était une reine du bridge et il jouait toute la nuit au bridge comme ça. Et voilà, il m'a raconté plein de trucs. Vraiment, il m'a raconté sa vie et ça m'a passionné. Et il y a une autre raison en fait. C'est marrant parce que je l'ai jamais dit à personne, mais bon, c'est toi. Dans toutes les interviews pour lesquelles je suis passé à la fiction, c'est que j'ai commencé à écrire à 22 ans, plus ou moins de l'autofiction. Marion m'a toujours accompagné là-dessus. Mais tu sais, l'autofiction, c'est très dur à vivre pour les proches. Ça peut, c'est des grenades dégoupillées à chaque fois. C'est vraiment des trucs qui peuvent, tu, même si tu fais gaffe, tu peux pulvériser ton entourage le plus rapproché. Les gens t'aiment. Euh, et je suis si heureux depuis quelques années. Euh, j'ai tellement l'impression enfin d'être arrivé à bon port avec la personne que j'aime. Quand je me réveille le matin, je me dis, en fait, j'attendais ça depuis toujours, d'être avec elle à cet endroit, avec mes beaux enfants,
que c'est aussi une raison, alors elle est peut-être pas du tout littéraire, pour laquelle j'avais envie de raconter l'histoire de ce médecin généraliste et non pas de continuer à raconter la mienne. Je refuse de prendre le moindre risque de créer à nouveau des dommages collatéraux là-dessus. Voilà, j'en fais de façon différente. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est une raison pour laquelle j'écris médecine douce aussi. Non, mais c'est intéressant parce qu'évidemment, il y a aussi, d'avoir renoncé à l'autobiographie, c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant. C'est un acte, quasiment un acte d'amour, pour le coup, étant donné que ça fait quand même de nombreux livres, pour lesquels tu as œuvré en ce sens. Ce que j'aimerais savoir, c'est, il y a un peu d'autofiction là-dedans. Oui, Le fameux Nicolas Royan, ouais, ouais, ouais. on Mais te... c'est des clins d'œil, c'est des clins d'œil, c'est des trucs, c'est des sortes de poupées russes, quoi. C'est 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 des choses que je m'inflige à moi-même. Donc ça va. Du moment que c'est moi qui en prends plein la gueule dans mes livres, c'est un peu la moindre des choses. Ça m'amusait de le faire. Et ça m'amusait de parler des addictions, de comment on s'en sort ou pas, ou au jour le jour. Euh, Ça, c'était intéressant. Et puis après, ce qui était intéressant, c'était de parler a priori de l'âge que j'ai, à savoir 50 ans, l'idée que c'était la saison 2 qui commençait, qu'elle allait forcément moins bien se terminer que la saison 1, et voilà, et que ça a angoissé le narrateur, comme moi, ça m'angoisse terriblement. Marion te dirait que la mort, c'est pas un problème, que c'est tranquille et tout. Moi, ça me fait flipper tous les soirs, quoi. Ça m'empêche de dormir. Je me dis qu'on va devenir ce qu'on était avant de naître, savoir rien, une sorte de sommeil profond, que tout ça n'a aucun sens. Et sans un Xanax avant de m'endormir, j'ai du mal, j'ai des difficultés, quoi. Parfois, un petit Stilnox, ça peut m'aider aussi. Voilà, mais c'est comme ça, c'est dans ma nature. Comme disait Sagan, je fais partie de la grande famille des intranquilles et des anxieux. Voilà, j'ai toujours eu un peu la tremblote depuis ma naissance. Et d'ailleurs, quand j'étais gosse, j'avais ce truc-là quand je me baladais devant les églises. Je voyais bien que dans les églises, c'était seuls les personnes âgées, les gens malades qui rentraient dans les églises. Je me disais, il y a un truc louche quand même, quoi. C'est pas les gens en grande forme qui vont dans les églises, c'est les gens qui se disent je vais parier sur la vie d'après parce que là, la vie qui se termine, elle va se terminer bientôt c'est mieux de parier sur la vie d'après. Et je me disais, il y a un loup, quoi. Dans ces flous, il y a un loup. Donc voilà, je me souviens, j'avais une balle de ping-pong quand j'étais petit, je tournais autour de la table de la salle à manger, et je me disais, mais c'est pas possible, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan B, mais c'est foireux, quoi. La mort, c'est hyper injuste, c'est hyper dégueulasse. C'est franchement mal foutu. Mais le pire aurait été de ne pas avoir vécu, quand même. On avait une chance sur quoi? Sur 100 milliards de venir au monde, on l'a eu. Bon, bah, je pense que, voilà, à Nice, comme en banlieue sud de Paris, on s'est bien marré, quoi. On se marre bien. C'est chouette. C'est chouette. Même si on mange du riz dimanche soir. C'est un private joke. Ça peut être très bon le riz quand on est amoureux, hein. Ça vaut. C'est Serge Reggiani qui dit ça dans une chanson. T'as même pas de quoi lui payer un aller Paris-Melun, mais tu t'en fiches, mais tu es riche. Tout ça parce que vous vous aimez. Venise n'est pas en Italie. Venise, c'est chez n'importe qui. Fais-lui l'amour dans un grenier et foutez-vous des gondoliers. Voilà. C'est ça. Elle était belle, celle-là. J'aime cette salve. J'aimerais que tu me parles peut-être du rapprochement entre les deux métiers, entre médecin et écrivain. Vous avez eu sûrement beaucoup de choses à vous dire, puisque c'est quand même deux métiers extrêmement solitaires qui prescrivent aussi des émotions aux patients ou aux lecteurs, et parfois une solution, finalement. Parfois, le livre peut guérir, peut soigner. Justement, tu écris même que alors, le narrateur. Excuse-moi, ça a coupé un peu. Je me suis arrêté à deux métiers solitaires. Oui, pardon. Alors, ce sont médecins écrivains, deux métiers solitaires qui prescrivent des émotions et parfois une solution aussi, des émotions au lecteur ou au patient. Une solution parce que le livre peut guérir clairement. Et tu écris également, je me sentais étranger au reste des hommes et même au reste du monde. Est-ce que vous vous êtes rapproché
sur ces points-là en tant que médecin et écrivain, deux métiers qu'on pourrait totalement opposer finalement de prime abord et finalement qui se retrouvent, à mon avis, dans de nombreux points. Est-ce que c'est ça aussi qui a forgé ton envie d'écrire sur ce métier? Ouais, exactement, tu as tout à fait raison. Le métier de médecin a un statut social tout à fait particulier au sein même de notre... il n'a pas un statut de patron, il n'a pas un statut de directeur, il ne bénéficie pas non plus du compagnonnage du monde ouvrier, il n'est pas syndiqué, il ne fait pas non plus partie du corps enseignant, il n'est pas fonctionnaire, il est assez solitaire en fait. Il est pas, on l'a vu au moment du Covid, le médecin généraliste s'est retrouvé au premier front et il est seul. On est médecin 24 heures sur 24, comme on est écrivain 24 heures sur 24. On est médecin pas seulement quand on fait ses consultations, mais le soir, quand on dîne avec ses amis, on va vérifier le fond de l'œil, enfin, sans même s'en apercevoir, on va voir si le fond de l'œil du camarade avec lequel on dîne est un peu jaune. On va remarquer ces tremblements, on va faire gaffe à ces choses-là, quoi. Et on est écrivain aussi 24 heures sur 24, même quand on n'écrit pas. On est écrivain à une terrasse de café quand on va choper une discussion, quand on va voir une fille à l'élégance d'une autre époque porter un verre d'eau à ses lèvres, quand on va regarder une série, qu'on va se dire ah mais là il y a un concept scénaristique qui m'intéresse bigrement. Et quand avant de s'endormir, on pense à un truc, voilà. Et un médecin, c'est pareil. Quand il pose un diagnostic dont il n'est pas sûr, le soir, mon généraliste m'a expliqué qu'il y pensait également, alors qu'il avait fini sa journée en dînant. Donc, on est écrivain comme médecin 24 heures sur 24. Et ce médecin, Martin Faubert, il est quand même très particulier parce que le livre se déroule selon des petits chapitres, comme tu sais très bien le faire, une fois de plus, avec toujours une chute. Et la chute, c'est souvent le prix de la consultation qui varie en fonction des patients, Ouais. en fonction parfois de leur richesse, parfois de leur moralité, parfois de tout simplement de la personne en face de laquelle elle est. Et finalement, j'ai trouvé ça alors, je n'ai pas trouvé ça juste, mais presque. Il y a quand même quelque chose de satire sociale, évidemment, mais aussi quelque chose de fondamentalement, parfois un petit peu plus juste qu'une société où tout est uniformisé. Qu'est-ce que tu voulais démontrer aussi à travers cette volonté qu'un médecin peut aussi avoir le choix de faire payer un patient 150 euros pour la consultation ou simplement pour un conseil, ou alors 22 euros, 27 euros, je ne sais plus d'ailleurs le prix initial, je Pour crois que c'est rien 27 euros, ou parfois. rien parfois, Ouais. totalement pro bono. C'est un plaisir quasiment enfantin que j'ai pris à faire ça. Vous savez, tu sais, souvent on te pose la question, si tu étais président de la République, tu ferais quoi, quoi? Alors, moi, je me suis dit, si j'étais médecin généraliste, qu'est-ce que je ferais? Et il y a un côté très injuste, voilà, et il le fait, voilà, à son bon vouloir. Et ça m'amusait et de, et de piment dans ces choix-là. Euh, j'adorais cette idée-là. Je trouvais ça assez jouissif que suivant son humeur et suivant la façon dont il sentait ou pas la personne en face de lui, il la fasse payer 150 ou 0 euros. Ça m'amusait, puis c'était un ressort humoristique assez marrant à mettre en œuvre. Et je me suis amusé à ça. Et puis j'ai connu les deux sortes de médecins, c'est-à-dire que mon généraliste, moi, me fait jamais payer, mais je connaissais un autre généraliste. Alors lui, je pouvais l'appeler quasiment à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il me prescrivait toujours des antibiotiques de troisième génération, de l'Oflocet, qui était l'exocet de
des anti-inflammatoires par intraveineuse. Et alors, donc ça, c'était nickel pour les bronches. En 3 jours, tu étais guéri. Ce qui est très mauvais parce que tu t'habitues aux antibiotiques les plus puissants et aux anti-inflammatoires les plus puissants. Donc, si un jour il t'arrive une pneumonie, en fait, tu es inguérissable. Mais bon. Et en revanche, lui, c'était 150 € en cash. Voilà. Mais bon, tu arrivais le samedi, tu l'appelais le samedi matin à 9h30 et t'acceptais à 9h45 dans son bureau. Il ne te faisait pas patienter dans la salle d'attente, tu étais prioritaire, etc. Mais tu payais le prix, quoi. Donc, ça m'amusait de raconter un peu tout ça, en fait. Et puis surtout, c'est un généraliste qui est parfaitement immoral. Alors immoral, ça peut se discuter parfois. C'est toujours avec toi. En réalité, les défauts des autres sont souvent deviennent quasiment des qualités à la fin quand on te lit. Oui, C'est bah ça oui. qui est terrible. Ouais. Dans la vie, il y a des défauts qui sont plus charmants que n'importe quelle qualité. Ce type-là, au départ, en fait, c'est un type qui exactement cette fois-ci comme mon généraliste, qui a fait donc ses années de médecine et qui après a passé ses nuits blanches après médecine au palace, au bain-douche, c'était cette époque-là. Et puis un jour, il a vu une devanture hein, avec l'inscription Médecins sans frontières. Il y est allé et il s'est retrouvé en Afghanistan pratiquer la médecine de guerre, les amputations, les blessures par balle. Et il voyageait la nuit de village en village pour éviter les bombardements. Et après, il est allé dans les pays d'Afrique. Et quand il a ouvert son premier cabinet, il l'a ouvert à la Goutte d'Or pour rester proche des populations africaines qu'il soignait. Et puis, dans le 18e arrondissement, pour ceux qui ne connaissent pas, donc la Goutte d'Or, c'est un quartier où il y a beaucoup de migrants, d'immigration africaine. Et ensuite, il s'est un peu plus en bourgeoisie dans un quartier plus chic du 18e, qui est la mairie du 18e, là où je vivais pas loin. Et là, je l'ai rencontré. Il y avait encore une mixité dans ses patients. Il avait gardé les patients de la Goutte d'Or. Il y en avait d'autres, plus bourgeois du 18e, qui venaient le voir. Et donc, c'était assez passionnant parce qu'il me racontait les différentes pathologies des malades qui venaient le voir, les pathologies ne ressemblaient aucunement les unes aux autres. Il y avait des bourgeoises dépressives de l'avenue Junot et puis des sans-papiers de la Goutte d'Or, quoi. Ça, c'était passionnant à écouter comme récit de ces journées de consultation. Et à côté de ce médecin, à côté de Martin Faubert, et non pas Flaubert, on a Nicolas Royan. On a Nicolas Royan qui, pour une fois, j'ai eu l'impression, je ne suis pas sûr, j'ai pas de souvenir de tes anciens romans sur cette thématique-là, c'est que tu utilises beaucoup de strates finalement, poupée russe en effet, comme tu l'as dit, beaucoup de strates où on ne sait plus finalement qui est le narrateur. Est-ce que c'est Nicolas Ray tel qu'on le voit aujourd'hui? Est-ce que c'est Nicolas Ray auteur? Est-ce que c'est Nicolas Royan? Est-ce que c'est Martin Faubert? Tu multiplies les pistes finalement, et c'est ça qui est aussi peut-être différent de tes autres romans, c'est que l'autobiographie est à multiples entrées et je trouve que ça donne un charme encore supplémentaire et pourtant tu sais à quel point j'aime tous tes romans, mais celui-ci a encore quelque chose de plus et c'est ça que j'aimerais que tu nous dises sur cette envie de démultiplier au-delà de l'intrigue, puisqu'il y a une intrigue amoureuse comme à chaque fois, comme souvent dans tes romans, et on parlera ensuite d'Aurore Rosier, évidemment, mais sur cette volonté de multiplier les pistes, de multiplier les strates, est-ce que ça veut dire que Nicolas Ray se dédouble, se triple à un moment donné? Est-ce que ça a un impact sur ton envie d'écrire, sur la manière dont tu écris? Bah, c'était jouissif de créer d'un côté, en fait, Martin Faubert, ce quinquat, un peu revenu de tout. À un moment, d'un point de vue autobiographique, j'en avais fait le tour. Il fallait que je retrouve le dialogue que j'avais instauré moi avec mon généraliste. Et donc, j'ai fait ce Nicolas Royan parce que j'ai des souvenirs avec mon généraliste de moi, en tant que Nicolas Royan, allant voir mon généraliste et comme fait le généraliste dans le bouquin, mon généraliste me faisant des ordonnances d'anxiolytiques, sachant très bien que c'était pour redescendre de mes prises de cocaïne et n'étant pas dupe de ça.
Et j'avais envie de retrouver ce rapport que Royan avait, que j'avais de compagnonnage avec mon généraliste. Et donc, et ce qui est génial avec ce personnage de Nicolas Royan, c'est qu'il m'a un peu échappé en fait. Au départ, ça devait être un personnage secondaire, et puis il a pris de plus en plus d'importance au fur et à mesure que mon livre a pris vie. Parfois, c'est ça qui est formidable quand on écrit un roman, c'est que il y a des personnages qui t'échappent comme ça, et qui prennent vie et qui prennent plus d'importance que prévu. Et c'est le cas de Royan. Et j'avais envie de raconter aussi la rédemption de ce mec, qui est un peu la mienne, qui arrive via une histoire d'amour, qui arrive à arrêter ses addictions. Et j'avais envie de raconter ça. Mais c'est le cas aussi dans des séries. Il y a une série que j'adore qui s'appelle The Wire de David Simon, où il y a un personnage au départ, un homosexuel black balafré qui est un malfrat qui s'appelle Omar Little dans The Wire, qui devait faire que la saison 1. Et il devait mourir à la fin de la saison 1. Et les scénaristes se sont attachés à ce personnage. Ils se sont dit, oh, c'est con, on va pas le faire mourir à la saison 1, on le fera à la saison 2. Et en fait, Omar Little est devenu le personnage principal de The Wire. Il n'est pas mort jusqu'à la fin de la dernière saison 5 de The Wire. C'est-à-dire qu'ils l'ont gardé comme ça. Et il y a des personnages, c'est malgré toi, ils vivent, ils prennent vie, quoi, et ils existent. Et c'est génial quand ça t'arrive dans un roman. Et donc, ça m'amusait de me mettre dans la peau d'un mec de 50 ans, un peu à bout de souffle, et dans la peau de ce que j'étais à 40 ans aussi. Voilà, oui, oui, cette idée de poupée russe et de démultiplier les regards m'amusait. Et puis, en plus, euh, j'ai aimé le fait que ça soit le plus jeune, à savoir ce patient, Nicolas Royan, qui s'y connaît plus en produits que Martin Faubert, qui soit un peu le Jiminy Cricket de Martin Faubert et qui au fur et à mesure, le guide et après lui avoir mis le nez dans la poudre, tente de le faire sortir de là, quoi. Et ça aussi, ça m'a échappé, mais c'était génial à écrire et à faire vivre. Et à côté de ça, alors je vois que Marion est en écran, je pense que c'est pour la connexion, mais j'aimerais la faire intervenir parce que tu fais partie des rares auteurs à mettre leur éditeur ou leur éditrice dans le livre, dans le roman. Ouais. Et à chaque fois, c'est souvent le cas. C'est Clara à chaque fois. Ouais. Et là, Je suis c'est le seul Clara auteur qui à faire ça. Ouais, ouais. ouais. Et je trouve ça génial. Je vais citer évidemment parce que je pense que je peux pas m'en faire. Ah bah, c'était l'un de mes extraits du roman, Ah, mais bon, que ah bah j'avais pris. Mais parfait. bon, Ah bah non, parfait. Je te le laisse alors. Je te le laisse. d'accord. Bah, je te Je vais lis te- alors. Allez, parfait. C'est parfait. Bon. Bah, Et après, on donc, peut intervenir, Marion. j'explique aux gens. Donc, à chacun de mes livres, j'ai une ou deux pages sur Marion, que j'appelle toujours Clara sur mes livres et dans mes bouquins. Et donc, à un moment, euh, dans Médecine douce, le narrateur, Martin Faubert, se retrouve en cure de désintoxication et il rencontre un type complètement fêlé qui lui balance ses idées de bouquins plus abracadabrantesques les unes que les autres. Et Faubert lui dit qu'il a connu une ancienne patiente qui pourrait le publier. Il lui dit, je pourrais te présenter une éditrice que le tome 1 de ce que tu viens me raconter pourrait intéresser. Ah oui? Oui, c'est une ancienne patiente. Je l'ai bien connue par le passé. Je suis incapable de te dire de quelle planète elle nous est arrivée. On raconte tellement de choses sur cette femme. Elle se prénomme Clara. Certains disent même qu'ils l'ont vue voler. D'autres racontent que, dès son plus jeune âge, elle mangeait déjà des compotes de couilles de taureau au sortir de la crèche. Elle est brave comme un aigle, farouche comme un fauve, libre comme personne. Au petit déjeuner, elle saigne de jeunes capitalistes qu'elle juge trop libéraux ainsi que quelques antispécistes pour boire leur sang à grandes gorgées. Elle dit que ça forge le caractère et que c'est formidable pour la santé. Elle est capable de publier le meilleur comme le pire et c'est dans le pire qu'elle est la meilleure. Je ne l'ai jamais vue avoir peur de quoi que ce soit. Elle possède cette façon particulière de faire un pas de côté pour regarder les gens, les choses et les œuvres.
avec sa façon d'aimer l'étrange et le paranormal, même ton histoire, elle sera capable d'en hisser les couleurs pour la beauté du geste, pour faire chier le monde, ou parce que c'est bien plus beau lorsque c'est indéfendable. Elle a l'air bien, cette fille. Plus que ça, Joseph. Beaucoup plus que ça. Voilà. Ça en dit long sur votre relation, Ah évidemment. oui, ouais. Mais justement, Marion, tu parles si bien de Nicolas et de ses romans. Qu'est-ce qui t'a séduit aussi dans ce nouveau roman? Je sais qu'à chaque fois, c'est toujours un petit événement. Quand j'imagine tu reçois un roman de Nicolas depuis tant d'années, et à chaque fois, on a l'impression que c'est une sorte de boom. Il se renouvelle constamment, alors qu'on a l'impression que à la moindre de ses lignes, on reconnaît sa patte. C'est terrible à quel point je pourrais moi aussi fermer un livre et enlever une couverture et reconnaître sa plume. C'est peut-être un des seuls écrivains aujourd'hui, peut-être les derniers grands écrivains, bah, il est là et on a de la chance de l'avoir. Ben, écoute, Anthony, tu as exactement dit, tu m'as retiré les mots de la bouche en fait, parce que pourquoi je publie de Nicolas Ray, à chaque fois c'est une fête quand j'ai un manuscrit de lui depuis si longtemps. Je l'étends d'ailleurs un petit peu aux auteurs de la maison parce que c'est vrai que globalement, chaque livre, on le souffre assez, on le porte assez, on fait assez pour lui pour qu'il soit nécessaire. Et ce qui est nécessaire au diable, c'est justement des livres qui nous déplacent un peu les lignes et le paysage éditorial. Donc c'est vrai en général, mais en particulier pour Nico. Et ça, tu viens de dire ce qui est particulier chez Nicolas, qui fait que c'est très rare, un écrivain dont tu sais qu'il est inscrit dans l'histoire parce qu'il a ce que tu viens de dire, c'est-à-dire tu ouvres un livre au hasard, tu lis une demi-page et tu sais que c'est du Nicolas Ray. Et le nombre d'écrivains, d'auteurs en tout cas, qui supportent ça n'est pas si élevé. Je pense que c'est ce qui fait la différence entre un auteur et un écrivain déjà. Mais voilà, Nico, il est complètement inimitable. Et je me souviens d'ailleurs des moments où il n'était pas en forme et où il avait des passages à vide et où il avait du mal à écrire et tu te rends compte que Nicolas Ray, sa façon de tourner les phrases, personne d'autre ne peut le faire que lui, quoi. C'est, donc ça, de toute façon, cette magie-là, elle opère à chaque fois. C'est-à-dire que la façon d'écrire de Nicolas, elle est à nul autre pareil et elle est, bon, alors moi j'adore évidemment, je suis totalement fan, j'adore sa distance ironique, j'adore son réalisme, total, j'adore cette authenticité qui fait que bah, finalement, on n'est pas dupe. Un écrivain, il écrit toujours à partir de lui-même, comme l'a très bien dit David Foster Wallace, à partir de son propre disque dur, comme on est tous. Et donc, il y a j'adore la façon dont Nicolas, même quand il est comme aujourd'hui dans la fiction par rapport à l'autofiction antérieure, de toute façon, c'est un roman de lui où il est dans beaucoup de personnages, tu l'as aussi très bien expliqué, et en totale liberté. Donc, donc dans ce livre, l'achèvement, c'est que vraiment, il nous surprend. Moi, ce que j'ai adoré dans ce bouquin, et qui me fait penser, comme toi, que c'est vraiment un livre d'achèvement, quoi, de sommet, c'est la façon dont il nous balade. Je ne veux pas spoiler, hein, bien sûr, donc je réfléchis tout en parlant pour ne pas vous en dévoiler trop, mais à un moment donné du livre, on se dit, bon, bah, finalement, voilà une histoire à la Nicolas Ray, d'amour, etc., etc., avec des personnages qui lui ressemblent. Et là, patatras, il clôt cette chose, il nous fait un salto arrière et le livre part dans une nouvelle direction. Et c'est très, très drôle et il joue avec lui-même, en fait. Il joue avec la figure de l'écrivain. L'éditrice, elle arrive toujours en contrepoint et c'est jamais une anomalie dans un livre. Pourquoi? Parce que l'écriture est toujours au centre des livres de Nicolas. Et là aussi, on voit bien il y a une œuvre quand même qui se constitue avec des grands thèmes qui sont toujours là, qui sont l'écriture, qui sont effectivement ce romantisme fou qui est beaucoup fondé sur l'idée que chaque moment de la vie est précieux parce que la vie va s'arrêter, quoi. Bon, ça c'est Nico, de ce point de vue-là, c'est à la fois un hussard et un romantique. Voilà, et puis il y a quelque chose qui est chaque fois formidable et presque, je dirais, encore mieux dans celui-là, parce que c'est un livre joyeux.
alors qu'il y a des livres où on a beaucoup ri, mais ce n'était pas du tout des livres joyeux, comme Un léger passage à vide et beaucoup d'autres, où même l'amour est déclaré. Enfin bon, bref, c'est c'est un livre plein de bonheur, quoi. C'est un livre, franchement, par les temps qui courent, ça fait du bien. Et c'est un livre en même temps qui dit beaucoup de notre monde d'aujourd'hui, mais qui le dit du point de vue quand même de l'amour, du romantisme, de ce qui fait qu'on est humain et vivant. Enfin, et ça aussi, je crois que c'est le livre le plus ensoleillé que tu aies écrit, Nicolas, il me semble. Où tu retrouves un truc des débuts, tu sais, du Mais je début. me suis beaucoup amusé en l'écrivant, en tout cas. Ça, c'est vrai. J'ai pris un plaisir avec cette galerie de gens à mettre ma vision du monde, de gens entre l'écolo anxieux, la mère d'un gosse HPI, etc., etc. Je me suis vraiment régalé en écrivant ça, quoi. Parce qu'en fait, c'est chez un médecin généraliste, il y a le monde entier qui défile dans son cabinet. Donc ça, c'était formidable à faire. Mais le truc qui est génial avec toi, c'est que tu me laisses une liberté totale, quoi, absolue. Et donc ça, parce qu'avec ce livre, je suis allé jusqu'où on pouvait aller trop loin, quoi. Et tu m'as laissé une liberté absolue, c'est magnifique. Mais regarde le précédent, enfin pas le précédent, mais Dos au mur, tu allais loin aussi. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, ma conception, quand même, c'est qu'un artiste, justement, c'est quelqu'un de libre et on a besoin de cette liberté-là. C'est pour ça qu'on a besoin des artistes, parce que ça nous emmène partout où on veut aller. Donc, euh, ah oui, je vois le petit commentaire érotique clairement. Bah oui, il y a aussi la liberté d'aller dans tous les domaines et l'érotisme, c'est un domaine aussi normal que la cuisine ou le sport, hein. Après, c'est ce que la société en fait qui fait que ou non il y a tabou. Mais l'écrivain, non, il se doit d'être libre. Mais ce qui est vrai, Nico, c'est que plus tu es libre, meilleur t'es. En plus, regarde là tout ce que tu te permets dans ce livre. Mais moi, je me souviens aussi d'un livre dont on a moins parlé, Les enfants qui mentent iront au paradis, qui était aussi un livre très, très ancré dans le social, en fait, je veux dire, dans la société, les personnages, etc., avec un personnage d'institutrice, et où le RN arrivait au pouvoir, en fait, dans ce bouquin. Donc, il y avait aussi un propos politique et il se marrait avec tout ça, et il nous faisait rire aussi avec tout ça. Alors, évidemment, je ne vais pas, mais enfin, par les temps qui courent, on voit bien que une des choses que j'apprécie hautement chez Nicolas, c'est sa liberté, qui aujourd'hui fait qu'on est politiquement incorrect. Et il y a 20 ans, je pense qu'on était dans une période euh, moins dogmatique et terrible, conformiste, etc., qu'aujourd'hui. Mais enfin, voilà, quoi, cette liberté-là, elle fait du bien. Elle fait du bien. Il y a des. Puis Mais sur l'érotisme, dans mes pages, tu m'as beaucoup aidé parce que je me souviens que j'avais merdé sur la marge d'erreur. J'avais fait 4 pages de sexe qui étaient vraiment, qui n'avaient pas lieu d'être, qui étaient trop. Tu m'avais appelé à minuit, 1 heure du matin. Tu m'avais dit, je suis pas sûr des pages. Je t'avais dit, oh là là, de quoi tu me parles? Et tu m'avais dit, mais normalement, ton texte résiste à l'oralité. Donc, tu n'as qu'à me le lire et puis on voit. Et j'avais commencé à le lire et au bout de 10 secondes, je t'avais dit, ah, mais en fait, on va les supprimer, les 4 pages, tu as raison. Et donc, je sais que tu es là quand même comme un phare pour me dire, comme un capitaine, quoi, pour me dire quand ça passe et quand ça passe pas. Je sais que tu es là en relectrice, quoi, en éditrice. Et ça, c'est hyper important pour moi. Parce que du coup, j'ai quand même, tu vois, ton retour derrière, quoi. Ce qui est vrai, c'est que quand tu es fan, ça veut dire, c'est comme pour j'allais dire un torero, mais je vais choquer des gens. Après, tu le veux toujours. Enfin, si tu es fan, tu veux la personne à son niveau, c'est-à-dire le plus haut. Effectivement. Alors après, l'érotisme, il faut savoir que quand même, l'écriture de la sexualité, je suis une femme, et donc ça compte. J'ai lu de la littérature érotique comme tout le monde, ça m'a même intéressée, donc j'en ai lu de l'ancienne, de la moderne, de tout ça. Bon, et on a fait un prix de la nouvelle érotique d'ailleurs, dans lequel Nicolas était juré. Et la littérature érotique, ça peut être absolument formidable et tout à fait érotique, et ça peut être, en particulier pour les femmes,
absolument terrible, parce qu'alors là, on sent une écriture pour le coup masculiniste, et dans laquelle une femme peut absolument pas se retrouver, quoi. Et ça, c'est justement quelque chose à quoi je suis toujours très, très vigilante, quand, des hommes écrivent un texte érotique, je considère qu'il faut que moi, lectrice, il me donne aussi envie, autant qu'un mec, et qu'on sorte justement des clichés de langue qui souvent, alourdissent le truc, ou alors d'un côté, quasi gynécologique, enfin bref. Et c'est vrai que c'est un plaisir, parce que de travailler sur ce domaine-là avec Nicolas. Bon, Nicolas, je le connaissais parce que de toute façon, voilà, quand il lit ses textes, c'est de la pure poésie, et il a fait des pages érotiques, c'est pas le premier. Et donc, il faut que ça donne envie quelque part. Il faut que ce soit plein de désir, un texte érotique, pas que ce soit froid. Mais chez tous les auteurs, par exemple Pierre Bordage, qui a fait un roman érotique, on en avait beaucoup parlé avant, et il a fait un effort pour se débarrasser justement de tout ce que l'idéologie parle à travers nous, hein. Donc tous les mots, et en particulier chez les hommes, qui sont depuis toujours, qui désignent l'érotisme. Et une des choses que j'aime chez Nicolas, c'est justement sa pudeur, en fait. Il fait des scènes érotiques à la fois très très crues, et en même temps extrêmement pudiques, avec toujours le moment où il tire le rideau, en disant à partir de là, lecteur, c'est plus ton affaire. Je raconte plus. Et il a une façon justement d'érotiser en disant rien, qui est très très bien. Et puis d'autres fois, il est à la fois cru, mais à la hussarde, quoi. Ça a la pêche. Enfin, c'est pas pour rien qu'il est au jury du prix qu'il était pendant des années au jury du prix de la nouvelle érotique. C'est parce que c'est un spécialiste. Et une des choses aussi qui est formidable c'est pour ça que tu me dis, je te laisse libre, mais moi, j'adore quand tu te fous du monde, quoi. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Je crois que j'ai jamais fait une remarque, peut-être une fois, sur l'éditrice. Pour moi, la façon dont Nicolas parle de l'éditrice, donc de moi, bon, quelque part, évidemment, ça me fait plaisir, et puis c'est parce que c'est un espèce d'hommage récurrent qui me va droit au cœur, mais enfin, voilà, ce qui me fait plaisir, à mon avis, c'est que la façon dont Nicolas parle de l'éditrice, c'est exactement le rapport qu'il y a chez lui entre la réalité et la fiction. Et d'ailleurs, dans l'autofiction. C'est-à-dire qu'on n'est pas chez Christine Angot, quoi. Il y a une différence entre moi, la Marion, et puis l'éditrice, qui est exactement ce que fait Nicolas, ce qui fait qu'avec Nicolas, la réalité, c'est toujours de la fiction, quoi. Je ne sais pas comment vous dire. Il a une façon de dire des choses sont totalement, évidemment, exagérées. Voilà, Je ne par mange pas exemple. des compotes de couilles de taureau au petit Non, déjeuner. bah non, c'est vrai. Mais en même temps, c'est Pas pas faux encore. qu'on mange des couilles de taureau poêlées au persil et à l'ail à chaque ferie anime dès qu'on peut. Je suis désolée pour ceux que je choque. Donc vous voyez, bon, ben voilà. Donc, alors voilà, c'est ça, Nicolas Rest. C'est-à-dire, c'est vraiment un écrivain réaliste du réel, et puis qui est toujours barré un peu plus loin dans la fiction, quoi. Bon, Voilà. je reviendrai sur ça tout à l'heure parce qu'en effet, Je peux il y vous a faire des... un aveu pour clore la page de l'érotisme et du sexe. J'ai fêté mon anniversaire, là. Je suis né le 8 mai. Comme dirait Céline, je suis né en mai, c'était moi le printemps. Euh, je vais vous parler de ma mère. Décidément, là, Anthony, je te fais dans les confessions. Quand j'ai publié mon premier livre, j'ai eu une page dans Elle, et je suis arrivé chez moi, et ma mère était chez moi avec une amie à elle qui avait le magazine, et je lui dis t'as vu maman, j'ai un papier dans Elle sur mon roman. Et elle me dit quel roman? T'as pas écrit un roman, t'as écrit un torchon pornographique. Le jour où t'écriras un roman, je le lirai. Ça, c'était mon premier roman. Je dois être à mon 12e roman. Et je vais chez mes parents pour mon anniversaire, donc le 8 mai, le 9 mai. Et je vois qu'elle a acheté Médecine douce. Alors je lui dis, tu lis mes livres? Elle me dit, ah non, toujours pas. Mais je les achète à chaque fois. Je dis, mais c'est gentil, mais... Elle me dit, excuse-moi, mais je ne peux pas lire des choses sur la sexualité de mon fils. Le jour où tu écriras un livre où
il n'y aura rien sur ta sexualité, je le lirai. Et donc voilà, donc peut-être qu'un jour j'écrirai un livre où il n'y aura rien sur la sexualité. Ça va être dur pour Ouais, toi parce que, en c'est même un temps, super challenge. ce qui est très dur en tant qu'auteur et en tant que lecteur quand on lit des livres, c'est peut-être les deux thématiques les plus difficiles à lire et à écrire, surtout, c'est l'humour et le sexe. Et ce qui est fou, c'est que tu arrives à manier les deux avec une telle facilité qu'on a l'impression que tu nous accompagnes comme un beau Alors, il faut copain. éviter l'humour dans le sexe. Voilà, oui, on est bien d'accord. Je reviendrai sur d'autres choses que tu as dit tout à l'heure. Je passe la parole à Sandra d'abord. Oui, pardon. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nicolas, bonsoir Marion. D'abord, Nicolas, je me suis régalée en lisant ton roman. Vraiment, j'ai beaucoup ri et j'ai été très attendrie. Voilà, vraiment un super moment de lecture. Je voulais revenir sur Martin Faubert. Faut pas faire l'erreur de dire Flaubert, Ouais, d'ailleurs. ouais, ouais. Je l'ai lu dans un retour de lecture, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui avait écrit Flaubert. Je voulais revenir sur cette manière que tu en as fait d'un personnage finalement qui était prêt à tout par amour. Il y a des moments où il prend des décisions quand même assez déviantes, assez presque condamnables, notamment, sans dévoiler quoi que ce soit, mais vis-à-vis de Justine, et puis pour lui-même aussi. On a l'impression en fait qu'il a pas de limite, et notamment vraiment par amour. Je voulais en fait te poser la question, parce que finalement, on lui pardonne tout. Enfin, moi, en tant que lectrice, j'avais envie de tout lui pardonner, de tout ce qu'il pouvait faire. Et donc, je voulais savoir, pour toi, dans quelle mesure on peut tout excuser, en fait, par amour, tout simplement parce qu'on est fou amoureux. C'est quoi ton prénom? Pardon, je n'ai pas entendu. Redis-le-moi. Sandra, pardon, Sandra. C'est Sandra. une super question, Sandra. C'est une super question. Euh, c'est bizarre parce que en l'écrivant, j'ai mis tout pour le défendre, Martin. Maintenant, j'entends, non, je lis un texto. Qu'est-ce que sa mère va lui dire lorsqu'il fera un livre sans sexe? Non, c'est énorme. Non, j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme pour le défendre dans le roman, Martin Faubert. Maintenant, je t'avouerai qu'il commence à me courir un peu sur le système. Mais sur le coup, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de m'adapter à cette phrase de Camus dans L'homme révolté. Pour juger, il faut comprendre, et quand on comprend, on n'a plus envie de juger. C'est-à-dire que j'ai tout fait pour qu'on essaie de le comprendre, alors qu'on avait toutes les raisons de le juger. Et en fait, le comprendre, c'est quoi? C'est que ce mec-là, son ultime façon d'être dans la rédemption, c'est le sentiment amoureux, en fait. Et c'est ce qui va le sauver parce qu'il a 50 ans et que tout est fini pour lui. Enfin, il a cette sensation-là. Maintenant, je suis d'accord avec toi, il fait plein de choses, oui, condamnables, immorales, amorales. Je me suis inspiré de cette phrase de Capra dans La vie est belle. À un moment, James Stewart rentre chez lui et il y a une fête qui est donnée dans sa famille. Et il est dans le jardin avec sa mère et sa mère lui annonce que son amour de jeunesse va se marier avec un copain à lui de lycée et qu'il doit empêcher ce mariage. Et lui trouve ça pas moral de faire ça. Il lui dit t'abuses, maman. Elle trouve qu'elle abuse pas du tout. Et James Stewart regarde sa mère et lui dit je sais ce que tu penses, maman. Tu penses qu'en amour, comme à la guerre, tous les coups sont permis. Et sa mère de répondre à la guerre, non, mon chéri. Et en fait, c'est ça le truc, si tu veux. La ref que j'avais, comme disent les jeunes maintenant, c'était ça, la référence. C'est-à-dire que en amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. Pas à la guerre, sauf en amour, ouais, tous les coups sont permis. Et donc, à partir de là, j'ai essayé de tout faire pour qu'on puisse trouver, enfin, qu'on puisse comprendre, en fait, ce Martin Faubert. Mais depuis que je fais la promo de ce bouquin, qui arrive sur sa fin, là, j'ai plus de tendresse pour un
toi qui as lu le bouquin, pour Nicolas Royan, par exemple, que pour Faubert, que je trouve qu'il a quand même fait beaucoup de mal autour de lui, en fait. Voilà. Je sais pas. On a toujours envie de réécrire le livre. Je trouve que, par exemple, si j'étais l'auteur, ce qui est mon cas, je trouve que la façon dont il se comporte avec sa femme au début, il y avait des trucs mieux à faire par rapport à ça. Voilà, il y avait un personnage à développer sur sa femme au départ. On sait peu d'infos sur sa femme. C'est assez caricatural là-dessus. Voilà, on a toujours envie de refaire le livre et voilà. J'aurais mis peut-être plus d'épaisseur humaine sur Martin Faubert parce que là, en fait, il a 50 ans, mais il est comme dans Le Diable au corps, quoi. Il se comporte comme un gosse de 17. Voilà. C'est peut-être pas non plus la meilleure des choses à faire, à mon avis. Mais bon, voilà. C'est pour ça que ta question m'intéresse. Parce que j'ai pas une envie de le défendre absolue. Je suis pas... je suis pas fan à 100% de ce mec, en fait. C'est intéressant ce que tu dis sur ces personnages-là. C'est vrai qu'on imagine souvent les auteurs être proches de leurs personnages, être quasiment amoureux de leurs personnages. Ça peut arriver aussi, mais le fait que tu ne le cautionnes pas totalement, je trouve ça extrêmement intéressant. Dans quel état tu étais? Tu disais tout à l'heure que tu étais dans un état plutôt de jouissance quand tu as écrit ce livre. Tu t'es beaucoup amusé à le faire. Mais Oui, parce que je l'ai écrit comme un vaudeville. Mais oui. Je l'ai écrit comme un vaudeville à la Guitry, si tu veux, avec l'idée au départ, donc pour les gens qui n'ont pas lu, ce mec qui tombe amoureux, voilà, pour lui, à la fin de sa vie, quoi, il lui reste quelques années, mais ça va être la déchéance, il a 50 ans, c'est sa saison 2 qui commence, il sait qu'il lui reste quelques années à vivre qui vont pas être ouf. Voilà, il est marié, il a 2 enfants, des patins dans sa baraque de cinglés, c'est un van, voilà, c'est un monospace, bon bref, c'est la loose. Son métier l'emmerde un peu, il fait payer selon son humeur, et puis il y a cette femme qui débarque. Puis d'un seul coup, c'est sa bouée de sauvetage, quoi. C'est la lumière au bout du tunnel. Et donc il va tout faire pour se sortir de là. En fait, il va un peu comme au casino où d'un seul coup tu vas tout miser sur un numéro et tu te dis voilà, c'est ça où je perds tout, en fait. Et c'est ce qu'il va faire. Pardon, je t'ai interrompu. Je suis désolé. Non, je sais plus. Je sais plus ce que je... Ah, moi non plus. Oui, Jennifer, à toi. Bonsoir. Bon, j'ai lu votre bouquin que j'ai adoré aussi. J'ai beaucoup ri au départ, justement, quand il met en place ce stratagème-là pour conquérir celle dont il tombe amoureux. J'ai trouvé vraiment très, très drôle. On peut le dire, ça peut-être? On peut le dire, Oui. c'est le début du livre. Voilà. Je n'ai pas dit ce que c'était comme stratagème, mais en tout cas, ça m'a beaucoup fait rire. Et par contre, j'ai trouvé, moi, que c'était... je suis beaucoup, à mon avis, plus tolérante avec votre personnage parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de justice dans votre livre. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, la justice rattrape un peu l'ensemble, en fait. Quand tout le long du livre, on se dit, oh là là, il va se faire rattraper par ce qu'il a fait, en fait. Alors pourquoi, après tout, on pourrait très bien imaginer que ça reste comme ça et pourquoi on devrait toujours être rattrapé par ce qu'on fait de mal ou d'immoral. Et donc, il y a ça qui plane un peu comme une épée de Damoclès. Il y a le fait qu'il essaye de rattraper avec ses patients une sorte d'injustice aussi qui arrive et tout. Et je trouve que le thème de la justice est très, très présent dans votre livre. Et c'est une justice un petit peu originale, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et du coup, je me demandais, est-ce que enfin, je sais pas, vous essayez d'inoculer une autre idée, peut-être de la justice, une justice peut-être un peu différente, mais qui serait, voilà, qui serait quand même importante. Oui, Jennifer, en fait, ce qui est chouette, c'est
c'est cette phrase de Léo Ferré, l'inconvénient avec la morale, c'est que c'est toujours celle des autres. Donc moi, en fait, je voulais lui donner une morale à lui, en fait. Après, chacun juge. Vous semblez l'apprécier. Moi aussi, je l'appréciais, cette morale-là. C'est-à-dire que concrètement, quand Justine a besoin de lui parce qu'elle merde sur un truc, il va l'aider, quitte à se faire assassiner par un truand. Il fait alors parfois il fait le mal, mais le mal est bien fait, voilà quoi. Et pareil avec ses patients et ses patientes. Quand une femme de 60 piges arrive vers lui en lui disant voilà, mon mari me délaisse alors que j'ai tout fait, j'ai fait des régimes toute ma vie, j'en peux plus, je me suis occupé des enfants, et là il lui dit de lâcher les chevaux en fait, de juste vivre, de profiter du compte commun pour aller se faire des restaurants étoilés, de prendre des substances illicites, de boire des grands crus et puis de vivre enfin quoi. Et, euh, et, euh, et, euh, et je sais pas, moi j'aimais bien cette idée-là, j'aimais bien l'idée qu'un jour un généraliste puisse dire ça à l'une de ses patientes. Ça me plaisait en fait. Je trouvais ça intéressant qu'un généraliste puisse réinsuffler de la vie à l'une de ses patientes et qu'elle se sente à nouveau vivante au point d'avoir envie de profiter de l'existence voilà, dans ces 10-20 dernières années. Et, ouais, je trouvais ça, je trouvais ça intéressant de faire, de faire vivre Martin avec ses, avec ses convictions qui sont pas celles de tout le monde, mais oui, il a une morale qui est la sienne et qui était la mienne au moment de l'écriture, en fait. Ouais. Tu sais, je vais te révéler quelque chose lors de ma lecture. Ouais. J'ai oublié pendant ma lecture ce qu'il avait fait au début. J'étais tellement pris dans l'histoire Ouais. d'amour que pour moi, Ouais. ça n'allait même quasiment jamais être sur le devant de la scène, sur le tapis. C'est ça qui est fou Ouais. chez toi, c'est que tu nous emportes par une histoire d'amour alors qu'il y a un acte au début qui en Et était oui. particulier, mais au final, l'amour Non. l'emporte surtout. Alors, ça fait peut-être peut-être de moi quelqu'un d'immoral, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un d'amoureux peut-être, Ah oui. d'amoureux de l'amour, c'est possible. Et du coup, c'est passé outre. Et j'ai été ravi de revoir ce passage-là, cette petite roue qui tournait et auquel je m'y attendais pas du tout. Donc, c'est réussi là aussi. C'est réussi. Oui, quand on prend le fiacre, il faut payer le cocher, quoi. C'est-à-dire que au départ, on peut le divulgacher. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il tombe amoureux de cette patiente qui débarque, qu'il n'a jamais vue de sa vie, qui est Aurore Rosier, et elle est mariée pour la conquérir. Il va trafiquer des analyses sanguines. Il va lui, il va appeler un pote laborantin. Il va lui diagnostiquer une fausse syphilis, et du coup, il va faire exploser son couple. Voilà ce qu'il va faire. Le problème, c'est que tout s'explie tôt ou tard et il va payer. On ne t'entend plus. Est-ce que vous l'entendez ou pas? Tu m'entends plus? Si, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Sandra, à toi. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon, Oui, Nicolas. on Vous t'entend. m'entendez plus? Vous m'entendiez plus? Oui, oui, oui. Vous, faut que C'est je bon? recommence ce que je disais? Non, vous Oui, m'entendiez plus? ouais, je veux bien. Ouais, je veux bien, on n'a rien entendu. Donc, je disais que en fait, il va trafiquer des analyses sanguines. Vous aviez entendu ça ou pas? Oui, Non? c'est ça, c'est bon, c'est bon. Donc, Aurore Rosier débarque, il va tomber amoureux d'elle, il va trafiquer des analyses sanguines. Il va aller auprès d'un pote laborantin, il va aller diagnostiquer la syphilis pour faire exploser son couple. Et le problème, c'est que tout s'explique tôt ou tard et qu'à un moment, il va payer le prix de son méfait. Voilà. Alors, c'est bon, on avait tout entendu. C'est bon. Sandra, D'accord. Oui, je voulais revenir, Nicolas. Tout à l'heure, tu disais que ton personnage, finalement, t'agaçait à force de parler de lui, voilà, comme une prise de conscience du fait qu'il était agaçant. Mais bon, voilà, il n'en demeure pas moins que moi, je l'ai beaucoup aimé. Mais
Moi, il y a un personnage au contraire qui m'a foncièrement agacée. En fait, c'est celle pour laquelle il a tout sacrifié. C'est Aurore, sans trop, Ouais, voilà, sans ouais. rien divulgacher. Mais moi, Aurore, je l'ai trouvée très égoïste, assez insupportable, hein, et finalement, il est toujours à sa merci. Et voilà. Alors, en fait, ma question, elle va vers ceux qui ont lu le livre et puis vers ceux qui le liront, et puis bah, vers toi aussi. Enfin, est-ce que je me suis complètement plantée en la voyant comme quelqu'un vraiment d'insupportable, d'agaçante, et est-ce que je suis la seule à l'avoir ressenti comme ça? Tu Voilà. as même dit un lapsus quelque chose, hein, tu as dit, hein, presque. Hein, donc c'est C'est intéressant. possible. C'est C'est possible. intéressant. C'est possible. Bah, en même temps, elle le prend, enfin, à l'inverse, elle le prend un peu pour sa chose quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Alors, c'est une femme puissante, quoi. C'est une femme de pouvoir qui a tendance à gérer sa vie sentimentale quand on gère un comité d'entreprise, en fait. Donc, c'est vrai que ça peut paraître. Il lui manque une petite touche d'humanité. À Aurore Rosier, je l'ai voulu comme ça. Euh, mais c'est vrai que c'est vrai qu'elle a un côté, elle a un côté très dur, Aurore. Elle a un côté quasi inhumain, quoi. Elle est très, elle est très froide, elle est très rude, euh, mais, euh, mais voilà, en même temps, elle est belle comme la femme de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que on désire toujours ce qu'on n'a pas, et il la désire parce qu'elle est mariée, parce qu'elle débarque, qu'il ne l'a jamais vue de sa vie, parce que c'est l'inconnu, parce que c'est un monde qu'il ne connaît pas, parce que voilà, on n'aime pas forcément les gens pour de bonnes raisons, et je suis pas sûr qu'il l'aime pour de bonnes raisons, mais est-ce que c'est important d'aimer les gens pour de bonnes raisons? Je suis pas sûr non plus. Mais c'est vrai que je comprends qu'on puisse trouver. Est-ce que les femmes de pouvoir sont aussi de bonnes amoureuses? Vous avez 4 heures. Euh, ouais, je suis pas sûr non plus qu'Aurore. Il se dit d'ailleurs ça, je crois que c'est le dialogue entre les deux, entre Nicolas Royan et, et Martin. Est-ce que le pouvoir, ça te fait bander? Je me rappelle de cette phrase. Ouais, ouais. Martin, en tout cas, ça l'attire, ça l'attire. Ouais, ça l'attire. C'est un truc qu'il connaît pas, qu'il n'a pas connu dans son ménage et qui l'attire, quoi. C'est elle qui mène la danse, c'est elle qui l'invite à passer un week-end à l'étranger, qui gère tout, voilà, quoi. Donc, il a tendance à trouver ça formidable. C'est elle qui trouve le loft, c'est elle qui fait les choses. Mais je comprends qu'on puisse, a priori, c'est pas forcément quelqu'un de très sympatoche, Aurore Rosier. C'est vrai, je suis d'accord. Allez, on va prendre une petite photo de groupe avant de passer à la suite et à l'interview. Prescription, ordonnance, forcément. Ça coule de source. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Alors, l'interview prescription, c'est très simple. Je vais citer des phrases de ton livre Ouais. et je suis considéré comme ton patient. Et donc, tu me dois me prescrire quelque chose en fonction des phrases que je vais t'énoncer. Un OK? médoc ou Alors, non, non, pas forcément en médoc. Ce que tu veux. Tu as une liberté d'accord. totale. Une liberté totale. Première phrase, les histoires d'amour qui se terminent mal sont les plus belles car ce sont celles qui ressemblent à la vie. Euh, euh, J'allais dire un bon antidépresseur, mais non, je vais essayer de trouver autre chose. Les amants qui se terminent mal. Euh, un shot de whisky. Très bien. Un shot de whisky pour ça. Ouais. Je me faisais l'effet d'un vampire hors de contrôle, d'un serpent froid, prêt à finir pendu haut et court, au bout d'une corde, pour vivre un quart d'heure d'échappée belle. Ah,
Euh, euh, Là, je te conseille de rentrer dans un casino. Ok. Dans un casino, jouer à la roulette. Vous avez deux possibilités à votre âge. Continuer de vivre au rabais les quelques années qui vous restent, ou les faire éclater en feu d'artifice, comme dans un film de Marco Ferreri. D'aller voir la grande bouffe. La confrontation entre le médecin et son patient et la rencontre entre deux menteurs. D'écouter un de Duel au soleil. Le talent n'était rien à côté d'une sale manie, le travail. Euh, de penser à moi au mois d'octobre quand je vais retourner en résidence pour commencer mon nouveau roman. Ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être une de mes préférées, c'est celle-ci. Il faut toujours être élégant lorsque le malheur arrive. Relire Scott Fitzgerald, Gatsby est magnifique. On sait très bien que l'histoire va mal se terminer et qu'on va finir par crever d'amour sous un soleil diabolique, avec un dernier sourire aux lèvres malgré tout. Une corrida, allez voir une corrida. La monogamie n'est qu'une risible invention judéo-chrétienne pour tenter de nous faire croire le contraire, mais il faut bien que le corps exulte. Non, reste avec Noémie, mon chéri, c'était beaucoup mieux comme ça. Aimer, c'est savoir allier le tempérament d'un vampire à la discrétion d'une anémone. Et ça, c'est de Sioran. Ouais. Syllogisme de l'amertume. Un aphorisme. Quoi dire après ça? C'est dur. J'avoue que celle-là est... Partir un week-end en Roumanie, en hommage aux origines roumaines de Sioran. Très bien. Pour qu'une histoire d'amour existe réellement, elle doit connaître un commencement, un milieu et surtout une déchéance. Alors écoute, avant j'étais 100% d'accord avec cette phrase. Maintenant, je te conseille et je me conseille d'oublier la déchéance et de continuer à vivre ton histoire et mon histoire avec Fanny jusqu'à ce que mort s'en suive. Et fuck Proust et fuck la déchéance. On va faire en sorte d'oublier la déchéance. On va zapper cette séquence-là, hein, et la déchéance arrivera au moment de notre pierre tombale. Voilà. Donc on va couper on va couper avant. C'est une super prescription. Et les trois Voilà. dernières, tout le monde est dépressif aujourd'hui, cher monsieur. C'est une nouvelle tendance qui s'éternise. Ouais, c'est vrai. Même les riches sont dépressifs, c'est fou. C'est bizarre. Et même les pauvres. Alors, qu'est-ce que tu veux comme ordonnance là-dessus? C'est ça? Ouais. Même les riches sont dépressifs. Qu'est-ce que tu as dit exactement? C'est quoi la phrase? Tout le monde est dépressif aujourd'hui, cher monsieur. C'est une nouvelle tendance qui s'éternise. Ouais, alors, pas être dépressif, je te conseille de rester à Nice et d'éviter la banlieue parisienne. Avoir peur, c'est se préparer à obéir. Ah oui, oui, c'est le pote qui dit ça en citant Léviathan. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour éviter d'avoir peur, j'ai un bon conseil. C'est une série sur Netflix qui s'appelle Montyrène et qui, elle, fait très, très peur. C'est une harceleuse qui fait froid dans le dos. Et quand tu la vois, t'as peur et t'as pas envie d'obéir. Je l'ai vu il y a quelques jours. Qu'en effet, je te confirme. Et la Ouais. dernière, qui n'est pas une phrase de toi, mais j'aimerais savoir, la dernière, pourquoi Guy Marchand? Parce que je voulais une vanne de Justine sur Martin Faubert et je trouvais qu'elle le traite de Guy Marchand. Je trouvais que
En fait, j'ai un amour fou pour ce type. Je trouve qu'il avait une classe folle et je trouvais qu'une une jeune fille balance ça dans sa bouche, c'était une vanne. Mais dans ma bouche, moi, je trouvais ça hyper tendre parce que j'adore Guy Marchand. Je trouve très classe, très beau. Voilà. Très bien, c'est la fin de cette interview. Alors, il y a un personnage dont on n'a pas parlé et je trouve qu'elle a véritablement sa place, c'est Chloé, la fille de Martin, qui est la confidente. Alors, elle a 7 ans et bizarrement, elle est d'une maturité folle, mais pourtant, son père continue de se confier à elle, même sur les détails les plus sordides et les plus crus. Et Et puis, intime. je trouve ça génial d'avoir créé ce personnage-là qui est hors norme et en même temps on y croit potentiellement. Aujourd'hui, on sait que les enfants sont quand même de plus en plus matures tôt. Alors 7 ans, c'est peut-être un peu trop tôt, mais quand même, il y a une petite vérité derrière. Qu'est-ce que tu voulais montrer par rapport à cet enfant de Chloé qui est là et qui est peut-être une sorte de petit punch littéraire aussi, de shot de vodka dont tu parlais tout à l'heure pour réveiller aussi ce Martin. Bah, en fait, c'était le côté totalement pur de Martin avec sa fille. Il y a une sorte comme ça, ce type-là qui fait des trucs a priori impurs, amoraux, immoraux. Il y a une sorte de relation de pureté quasi enfantine absolue avec sa fille de 7 ans, où c'est juste un amour total, absolu, sans saleté, sans rien, avec cette petite gamine. Et ça m'intéressait à travers tout ce vaudeville et ces trahisons et ces rebondissements, de faire ces moments de sérénité et cette gamine ultra lucide qui a 7 ans et qui annonce à son père que le Père Noël n'existe pas et que la petite souris, c'est de la connerie. Ça me touchait, quoi, et qui demandait à son père comment ça se passait sexuellement avec sa copine. Voilà, je trouvais ça mignon, je trouvais ça touchant. Comment ça se passait sentimentalement, s'il était amoureux, s'il était en forme, si ça allait physiquement. Je trouvais ça touchant, quoi, que cette gamine s'intéresse à son père, qu'elle dessine un lever de soleil à Aurore, parce que Aurore, c'est le début de la journée. Je trouvais ça mignon. Et tout à l'heure, on parlait du choix, de la liberté totale dont tu avais avec le diable. Et il y a certaines phrases, et il y a notamment 2 sujets auxquels tu réponds, et c'est ça qui est génial, c'est que tu écris des choses qui sont en effet immorales, et ensuite, à la fin du livre, vous découvrirez que l'auteur Ah explique oui? sa censure. Ça, c'est aussi totalement inédit et je trouve ça, encore une fois, bien joué de ta part. Sur ces moments-là, sur ces moments charnières, alors on ne peut pas spoiler réellement parce que c'est bien que le lecteur puisse quand même lire dans l'ordre, mais il y a quand même quelque chose, tu écris à un moment donné, comment je fais pour écrire? Par quoi je commence? Écrivez lorsque ça devient gênant. Écrivez, et à partir du moment où vous vous dites, ah non, il ne faut surtout pas que je raconte ça, c'est trop intime, alors seulement vous commencez. Et ce sera votre première phrase. Ça aussi, si peut-être tu avais un conseil à un jeune auteur, c'est peut-être là aussi, c'est de gêner, de déranger. Aujourd'hui, à une époque où tout est quand même beaucoup trop aseptisé, où tout se ressemble, je trouve qu'une fois de plus, tu apportes un élan littéraire, un courant littéraire qu'on a perdu depuis longtemps, malheureusement. Et j'aimerais que tu nous parles de ça, de cette volonté de déranger, cette volonté d'écrire l'indicible finalement. Et Marion va, j'imagine, aussi réagir par rapport à ça, mais je trouve que ces 2 moments, notamment ce moment-là où tu prescris, où le médecin prescrit 3 Doliprane à un mari musulman, car il souhaite que sa femme n'aille pas au cinéma pour retirer le diable dans son esprit, là aussi, ces moments-là, tu réponds à ces choses-là à la fin du livre. Je n'en dis pas plus, mais je trouve que c'est extrêmement puissant et ça en dit beaucoup aussi sur notre société et sur différentes thématiques, que ce soit les réseaux sociaux, la chirurgie esthétique, l'hypocrisie environnementale, le radicalisme religieux. Toutes les thématiques finalement sont là dans tes personnages secondaires, dans tes patients. Et j'aimerais que tu nous dises finalement quel est ton but quand tu écris. Est-ce que l'amour prime sur le choix de déranger ou est-ce le contraire? Ouais,
l'amour et le choix de déranger, c'est pas le choix de déranger, c'est juste la liberté, si tu veux, c'est une seule et même chose. Euh, Là, c'est l'amour de déranger, c'est-à-dire que c'est très juste ce que tu viens de dire, Anthony. C'est-à-dire que au début, on écrit, j'allais dire, jusqu'ici tout va bien, quoi. Puis à un moment, on se dit, ah, là, j'ai un truc bien, mais vu qu'on est en 2024, vu tout ce qui se passe, vu la période aseptisée dans laquelle on vit, et vu, en même temps que je te parle, j'ai les mains sur le clavier, quoi, et vu euh, que si on parle d'écologisme radical, de religion, ah, tout de suite, ça va. On s'arrête là. Et non, c'est là qu'il faut commencer, en fait. C'est quand ça devient gênant qu'il faut commencer. Et c'est vrai que les 2 pages que j'ai faites avant, je les retire et je commence là. Je commence à ce moment-là. Parce que c'est là où ça devient intéressant. C'est quand ça devient saignant que ça devient intéressant. Et quand ça saigne que ça devient intéressant. Et après, la pirouette que j'ai fait à la fin du livre, c'est justement pour dire à quel point j'étais pas dupe de tout ça et à quel point je me suis amusé de tout ça, en fait. Ça me faisait rire. C'était un clin d'œil inouï de raconter à quel point je m'amusais de ça aussi, également. Parce que ces carnets noirs, c'est ça de Martin Faubert, c'est ça, en fait. Et je remercie Marion de m'avoir donné cette liberté-là, évidemment. Marion, c'est important d'avoir le discours aussi de l'éditeur là-dessus. Je pense notamment à cette notion de romanesque. Aujourd'hui, c'est difficile de faire comprendre à un lecteur, à un journaliste, que ce qui est écrit dans le livre n'est pas la pensée de l'auteur, qu'un personnage a le droit de rêver, qu'un personnage a le droit de dire des choses affreuses, de faire des choses affreuses. Mais- Ce que je disais la dernière fois, on a le droit de le faire dans un thriller, mais étrangement pas en littérature blanche. Et ça, je Oui, trouve ça plutôt injuste. il se passe un peu n'importe quoi du point de vue de la littérature en ce moment, la littérature blanche, comme on dit déjà, ce qui veut rien dire, parce qu'il y a la littérature point et puis plein d'œuvres au milieu, et en plus ça change avec l'histoire. Mais et justement, je faisais une petite liste en vous écoutant parler depuis tout à l'heure sur la est-ce que Faubert est un mec bien ou pas un mec bien? Est-ce qu'on aime moi, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de, je ne sais plus si c'est Sophie qui a parlé ou Sandra, voilà, qui a expliqué qu'en fait, elle trouvait finalement les personnages assez désagréables. Je trouve que Nicolas Ray en avoir un peu marre de son médecin, bah oui, bien sûr. Et parce qu'il est sauvé par l'amour, mais enfin, c'est quand même inventer une maladie à quelqu'un, ça se fait pas quand même, tu vois. Mais voilà, on est dans un roman. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un roman? C'est un espace de liberté intellectuelle où tout d'un coup, on va inventer une histoire, quelle que soit sa forme, qui va nous projeter dans un espace mental qui va nous permettre de nous interroger. Et si ça, c'était vrai, et si ça avait lieu, et qui va surtout nous permettre de montrer un peu mieux nos sentiments, où on vit, etc. Et moi, j'étais en train de... Et je sais qu'on est dans la période dont tu parles et qui me fait peur, en fait, parce que quelle normalisation, et surtout, mais ça quoi, ça a 10 ans, cette période absolument sinistre qu'on est en train de vivre. Et moi, je dis à tout le monde, réveillons-nous, lisons les classiques. Depuis quand est-ce qu'il faut qu'un roman ait un personnage on confond avec Hollywood, quoi. On confond avec le film américain. Et encore, il est plus malin que ça. Depuis quand est-ce qu'on veut des personnages blancs, des personnages noirs, puis une histoire didactique? Mais alors, on va retourner. Là, c'est plus le roman réaliste. Enfin, je veux dire, c'est pire que sous Staline, quoi. C'est pire que qu'à l'époque où il y avait le contrôle du livre et des écrits par le roi. Enfin, je sais pas. Alors, j'ai listé les personnages négatifs dans notre histoire littéraire, mais comme ça, qui me viennent en 3 minutes. La cousine bête ou le cousin Ponce de Balzac, c'est pas forcément des gens sympas, c'est même des gens horribles. Bel ami de Maupassant, même il fait fuir tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est quand même un salaud. Alors, chez Stendhal, bon, j'ai une grande faiblesse pour les romantiques, donc je considère que tous ces personnages sont des personnages positifs, mais on peut discuter quand même.
autour du rouge et le noir, etc. C'est quand même, si on se met à la place du mari, bon. Prenons Marivaux, le paysan parvenu, Bouvard et Pécuchet chez Flaubert, qui sont sympas, mais qui sont complètement cons, qui sont vraiment la connerie de la bourgeoisie de cette époque, et il utilise ce livre pour s'en moquer. Donc, Aragon, alors c'est une leçon, on ne sait jamais si les personnages ils sont totalement salauds, il faut lire La Semaine Sainte. C'est des humains, c'est-à-dire qu'ils sont, d'abord, ils sont à l'endroit où ils sont, donc la fonction crée beaucoup l'organe. Les royalistes sont des royalistes, donc des salauds, et puis si on lit La Semaine Sainte, c'est extraordinaire. Chez Aragon, les personnages sont jamais des méchants ou sont fabriqués par leur histoire. Et surtout, un roman que j'ai adoré, qui est un grand choc, American Psycho, tout simplement, de Bret Easton Ellis, où le personnage principal, il est juste insoutenable, et où on le suit de A à Z, et c'est un des plus grands romans que j'ai lus. Donc c'est quoi cette histoire depuis quelque temps, là, qui est un truc de journaliste ou de je sais pas quoi, de vouloir, premièrement, que quand un personnage dit quelque chose, son auteur le dit, ah mais vous avez écrit ça, vous êtes forcément votre personnage, et que tous les personnages doivent être bons, alors bientôt avec des happy end aussi. Enfin, attendez les gars, alors on va relire la Bible et on va se dire que depuis l'origine des temps, on a fait fausse route. Parce qu'on prend la Bible et les grandes mythologies, et les dieux, alors ils mangent leurs enfants, ils se trompent, ils se tuent, ils vont séduire des filles, après ils les laissent, filles-mères. Je parle des dieux qui font des demi-dieux, vous savez, sur Terre, etc. etc. Donc, depuis quand on est obligé de faire un personnage positif Moi, ce que j'adore dans ce roman, et donc on en revient à la liberté, c'est que Nicolas, il glisse des petites bombes, des petites grenades, comme ça, dans tous ces personnages qui sont tous à la fois un et multiples, qui sont tous formidables et lâches ou coupables ou complètement immorales. Mais surtout, ce qui nous montre, c'est qu'on vit dans un monde immoral, mais dans un monde immoral où il y a quand même des belles choses et qui sont morales, c'est-à-dire, par exemple, aimer, l'amour d'ailleurs de Chloé et du père. Je pense que si tu es lu par un catholique bien traditionnel, c'est le personnage qui va trouver le plus scandaleux, et la relation entre Chloé et son père, elle va être condamnée par les bonnes mœurs quand même, parce qu'on ne raconte pas sa vie sentimentale et sexuelle à une gamine de moins de 10 ans quand même. Or, c'est ce qui se passe dans ce roman, et c'est une vraie relation d'amour en même temps. Et comme disait Nicolas tout à l'heure, c'est presque la relation la plus pure du livre. Prenons aussi la relation entre la belle-fille et notre médecin. Voilà, vous voyez, donc c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Nicolas? Il développe notre intranquillité, forcément. Et ça, c'est quelque chose de... Moi, j'aime la littérature qui, justement, développe cette intranquillité au sens... parce que l'intranquillité, c'est le mouvement, c'est la pensée, c'est oser, c'est sortir des cercles préétablis, etc. Et puis, développant ça, il nous force vraiment à nous interroger sur, justement, est-ce que le bien, c'est la loi, ou est-ce que c'est qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est juste? En fait, bon, moi, je ne vais pas faire Machiavel, mais il y a ce que la société nous dit qui est juste, mais ce n'est pas forcément ce qui est juste. Moi, j'ai aimé aussi beaucoup, mais alors évidemment, je n'ai pas retenu qu'il a dit. Je trouve aussi que c'est un roman assez juste. Et d'ailleurs, tous les romans de Nicolas, il y a des personnages cyniques dans les romans de Nicolas, ils ne le sont pas complètement, parce qu'ils sont toujours, même les plus cyniques, même dans Crédit Illimité, ou quand même un fils, enfin bon, il y a tant pis, je spoil, mais enfin, c'est un fils qui tue son père. Il y a le personnage, il est à la fois cynique et pas du tout cynique. Un peu comme ce médecin d'ailleurs. Ce médecin, il nous fait très plaisir quand même avec ses tarifs. Moi, j'ai adoré la façon dont il tarifiait. Il fait payer les cons très cher, j'ai trouvé. Bon, alors évidemment, on est toujours le con de quelqu'un d'autre, mais ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. Sandra, à toi. Oui, c'est juste pour rebondir sur ce discours formidable, Marion. Vraiment, c'est forcément hyper convaincant, et je pense que tout le monde est tout oui, et vraiment embarqué par tes paroles, Marion. Mais en fait, moi, j'ai lu, c'était juste une remarque, c'est pas vraiment une question, mais moi, j'ai lu ton roman, Nicolas, un peu
comme une fable ou un conte cynique avec, parfois, alors sans vouloir mettre dans des cases, hein, mais juste, parfois il y a des enchaînements de situations qui sont un peu improbables ou son lien aussi avec Chloé qui, voilà, qui quelque chose peut-être de porté à l'excès peut-être, dans cet amour, filial mais qui sont des choses très, très belles. Et en fait, bah, là, on est carrément effectivement dans la fiction, dans la liberté, fictionnelle. C'est-à-dire, peu importe si c'est, réaliste, ou pas, et si les choses peuvent se pratiquer comme ça. Par exemple, pour le médecin qui fait payer 150 € parce qu'il a envie de le faire. Bon ça, je pense que ça arrive peu dans la vraie vie ou qui il ne fait pas payer. Bon ça arrive peut-être un peu plus, je sais pas. Mais voilà, je trouve qu'effectivement cette liberté, dans la fiction, elle se lit aussi dans ton roman un peu comme une fable ou un conte cynique. Voilà, c'était juste, cette remarque, mais Marion a dit les choses bien bien mieux que moi. Oui, Ouais, j'ai voulu ça, oui, cynique, ironique plutôt, oui. Et puis, aussi une sorte de, c'était Fellini qui disait que la vie, c'était un désespoir qui faisait belle figure. C'était ce que je voulais, quoi. C'était que ce type de 50 ans soit désespéré, mais qui fasse belle figure, en fait, bella figura. Et c'était ce que je voulais. Alors, l'idée de la fable, moi, c'était plutôt, oui, moi, j'aime bien, en fait, et c'est ce que disait Anthony au début, les chapitres courts, si tu veux, c'est le fait que qu'on te chope par le col et moi j'aime ça dans les livres. Je suis assez paresseux dans mes lectures et donc j'aime qu'on te chope par le col et qu'on te donne envie de lire la suite tout de suite, immédiatement et voilà. Alors oui, que ce soit un conte, une fable, une histoire, voilà, qu'on t'embarque en fait. Ça c'est ce qui me paraît essentiel dans un roman, c'est ça en fait, qu'on t'embarque en fait, quoi, comme quelqu'un qui dans un bal populaire un 14 juillet, un inconnu qui te chope et qui t'embarque pour une valse comme ça, et pour un rock, et voilà, et tu finis au bout de la nuit, voilà, ou un, ou un fou alcoolique génial, tu es dans un bar, il est au comptoir, il te raconte une histoire et ça devient célinien et il dit ça a commencé aujourd'hui, il te raconte un truc et tu finis à l'aube au bar avec lui, il te raconte une histoire extraordinaire et c'est ça qui m'intéresse quand j'écris. En fait. Ouais. et je ne vais pas te poser une question comme le journaliste dans le roman de Martin sur mince, j'ai oublié une question sur la cocaïne et ne retenir que ça. Non, j'aimerais que tu nous parles de ton livre inconnu que je demande chaque semaine à ce que les auteurs préparent un livre inconnu, un auteur inconnu qu'ils Euh, aiment je- remettre en avant. Ça tombe bien, je t'en ai trouvé un. Alors écoute, je l'ai offert déjà 2 fois. Je l'ai offert 2 fois, je peux le montrer. Oui, Ça s'appelle Stella et l'Amérique. Je sais pas si tu connais. oui, Joseph Incardona, oui. Ouais, alors c'est dingue, j'ai adoré. Alors lui aussi, hein, il m'a chopé dès la première page, il m'a pas lâché jusqu'à la fin, c'est aux éditions Finitude. On se croirait, comme vous l'avez compris, j'adore les séries. Alors, je sais pas si vous connaissez au cinéma les frères Cohen. Alors, ça a été décliné en série sur Canal. Le film Fargo des frères Cohen a été décliné en série sur Canal. Et, euh, et, euh, et alors, il faudrait imaginer, en fait, la série Fargo sur Canal, non pas au nord de l'Amérique, mais au sud suffocant des États-Unis. Et il y a Stella, qui est une prostituée, et quand elle fait l'amour avec ses clients malades, eh ben, ils ressuscitent. Ils vont tout de suite mieux. Elle les sauve. C'est miraculeux. C'est une sorte de nouvelle sainte. Mais comme c'est une prostituée, le Vatican s'en mêle parce qu'il faudrait la sanctifier, mais du coup, comme c'est une prostituée, ça ne va pas se passer très bien. Et alors, c'est d'une écriture, je peux me permettre de lire un ou deux passages juste, où on a encore un peu, on a Oui, encore bien sûr, Nicolas. 30 secondes. Euh, Tu vas voir le style du mec, il est ouf.
Donc sur cette fameuse stèle-là, donc c'est en fait Incarnation, c'est un Suisse, c'est quand même un Suisse qui écrit c'est un Suisse qui écrit sur l'Amérique, quoi. C'est quand même rare, c'est pas fréquent. Stella était belle et farouche, pas exactement belle comme on le croit, mais belle comme on le sait, belle de manière définitive, vous appelant dans les entrailles du désir. Les yeux de Stella, vitrine d'une âme se connectant à la vôtre, un seul regard suffit, et vous êtes appelé, vous êtes l'élu, comme on l'a dit. Bref, vous êtes dans la merde jusqu'au cou de ce qu'on appelle l'envoûtement. Stella était un peu la Gorgogne, sauf que ses cheveux blonds sentaient le shampoing à la lavande et la Marlboro Light, et qu'au lieu de vous pétrifier, le simple fait de la contempler vous insufflait un supplément de vie. Stella vous augmentait. Et alors, un autre petit extrait, juste un moment, il lui prend la main. Elle est soutenue par le père Brand qui lui prend la main. Il tendit son bras, se laissa faire, une main dans la vôtre. Fermez les yeux, voilà, le toucher. Réfléchissez bien, une main dans la vôtre quand cette main vous dit quelque chose, quand elle palpite. Peu importe qu'elle soit douce ou rêche, ou froide ou tiède, peu importe, quand cette main serre la vôtre, qu'elle demande, comme une quête, un peu de compassion. Une main, son gésie. Une main, c'est immense. Je trouve ça beau. Hein. Stella et l'Amérique. Voilà. Magnifique. Ouais, faut que tu. Oui, je veux dire, mais il te ressemble un petit peu, je trouve. Hein? Ouais, peut-être pour ça que j'ai aimé, mais je le trouve top. Ouais. Il est top, ce mec. Ouais. Enfin, ce livre est top. J'ai déjà offert 2 fois, tu vois. Ouais. Est-ce que d'ailleurs, j'avais une dernière question avant que tu nous Ouais. parles de l'avenir. Ouais. Est-ce que tu as eu l'impression aussi que le médecin devenait patient et que les rôles s'inversaient totalement aussi tout au long du livre? On a cette impression-là, en tout cas, en te lisant, que finalement, est-ce que tout ce livre-là ne serait une sorte de psychothérapie, finalement, de Martin Faubert? Ah ouais, mais tout à fait. Bah, d'ailleurs, c'est le deuxième extrait que je t'avais choisi. Quand Martin se retrouve en cure de désintoxication, il est justement parce que moi je l'ai vécu ça et je m'en suis sorti, c'est ce que je raconte. La dictologue qui lui parle, Martin lui dit: que dois-je faire pour m'en sortir, cher confrère? Et l'autre lui répond: que dalle, vous allez essayer tout un tas de trucs qui vont échouer les uns après les autres. La volonté n'a rien à voir là-dedans. Pire, il n'y a aucune dépendance physique à la cocaïne, donc aucun sevrage possible. Pas le moindre médicament de substitution. Vous allez rechuter à de nombreuses reprises et enchaîner les séjours de clinique en clinique. Parfois même, vous allez renoncer avec la certitude que cette fois-ci, le combat est bel et bien perdu. Votre consommation de drogue risque de vous isoler de façon irrémédiable. Elle va abîmer vos relations avec vos proches, y compris ceux auxquels vous tenez le plus, sans compter votre future déroute professionnelle et votre compte bancaire qui va s'évanouir comme neige au soleil. Et puis un jour, quelqu'un va vous tendre la main, quelqu'un ou quelque chose que vous n'attendiez plus. Bien sûr, c'est une maladie chronique. Personne n'a jamais la certitude d'être totalement sorti d'affaire, mais vous allez pouvoir vivre à nouveau. Enfin, c'est un beau début. Avez-vous des conseils pratiques à me donner pour les jours à venir? Aucun. Je viens de vous le dire. À vous de jouer. Et voilà, comme dit Marion, moi c'est parce que j'ai rencontré Fanny. Avant, j'arrêtais pas de rechuter. Ça fait 6 ans maintenant que je suis clean, mais et Marion a cette phrase d'Aragon que j'oublie tout le temps quand elle cite Fanny, mais c'est une main qui m'a été tendue, celle de Fanny, tu vois. Et qui fait que... Ah oui. Il n'aurait suffi qu'un instant de plus pour que la mort vienne, et une main nue alors s'est tendue qui a pris la mienne. Et c'est exactement ce que Fanny a fait à Nico. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé, là, Anthony, d'un seul coup, on est plus avec Mireille Dumas qu'avec un frère, hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, on commence à se connaître, à s'aimer un peu, donc voilà, ça part en sucette un peu notre affaire là. Hein. Alors, ma dernière question étant sur l'avenir, je t'ai demandé de te transposer. Je peux te dire où je pars en vacances sinon, mais ça t'intéresse moins.
Non, ça m'intéresse, mais on le fera en Je vais privé. dans le Cotentin, sinon, c'est vachement sympa le Cotentin. Comme il y a une canicule cet été, on a décidé d'aller dans un endroit où il fait moins chaud. Ok, Il y a un resto qui s'appelle le Petit Crabe, qui est vachement sympa. ok. Ils Euh, font, ils font des langoustines pas chères, genre 12 balles le plateau de langoustine, très très bonne. Langoustine tiède, tu vois. tiède. Bon. Ok, ok, je note, je note. Punch à la potinière. J'aimerais pas. Un punch, mais sans alcool presque, tu vois, avec rien. Sacré Nicolas. Avec quelques olives, très sympa. Il y a un barbecue, on s'est loué un petit truc, un Airbnb, tu vois, 900 balles par semaine, rien. Et je suis devenu un dieu du barbecue, il faut le savoir. Tu le mettras dans le prochain roman, ça. D'ailleurs, c'est quoi le prochain roman, ça? Qu'est-ce que tu vas nous proposer pour le prochain roman? Est-ce que l'autofiction, c'est terminé? Est-ce que c'est quelque chose qui est T'es totalement... comme notre chat Lucienne, t'arrives toujours à retomber sur tes pattes, toi, hein. Ouais, ouais, je sais, je sais. L'expérience. Alors, le prochain roman va s'intituler La permission de minuit. Barbecue pour répondre au monsieur, la dame, barbecue, plancha, barbecue, moi, plancha. Non. Barbecue, il faut sentir l'odeur du C'est pas le nom du livre. charbon. C'est pas le nom du livre, hein, barbecue. Vous êtes tous invités pour le 14 juillet, mais bien sûr, Virginia, vous êtes tous invités pour le 14 juillet. Donc alors, dis-nous en plus. Permission Ouais, de minuit. la permission de minuit, ouais. Ouais. Tu veux que je t'en dise plus? Eh, un petit peu, un petit peu. Est-ce que Début, l'autofiction déjà est derrière toi? Est-ce que... derrière moi, ouais, ouais, derrière moi. Il y aura peut-être une ou deux scènes de sexe, oui, d'accord, mais normalement, il n'y a pas de cocaïne prévue d'ailleurs au programme. Alors, le teaser, je vais te faire le teaser. Permission de minuit. Juste, je peux te dire que dans les premières pages, il y a un mariage. Au début, le mariage se déroule bien et que le gâteau arrive, tout va bien, et qu'à l'ouverture du bal, le marié attend la mariée, mais la mariée n'arrive pas. Du tout. Du tout. Du tout. Voilà. Ok, ok, très bien. Encore une fois, un point d'ancrage fort Ouais. qui va ensuite faire dériver, j'imagine, les aventures. Après, ouais. Est-ce qu'on peut avoir le nom du personnage? Parce que les noms des personnages, à chaque fois, je trouve que ils sont ancrés dans nos têtes. Dans chaque roman, on a l'impression que... Est-ce que tu l'as ou pas? J'ai pas encore le nom des personnages. Non, non, j'ai pas encore. Mais les prénoms, bon, bah, ça, je les trouve. Mais vous savez que pour les noms de famille, alors c'est pas très littéraire ce que je vais vous avouer, mais j'ai un vieux PC, moi, qui met des traits rouges quand je mets des noms de famille qui leur convient pas, qui lui convient pas. Donc, par exemple, Faubert, c'est que j'ai essayé avant Maubert, Lauraire, Cibert, machin, et à chaque fois, il mettait un trait rouge, et à Faubert, il m'a mis OK, enfin, il m'a pas mis de trait rouge, parce que j'aime pas les traits rouges quand j'écris. Ça me, ça me gêne, en fait. Ça m'agace. Et donc, après, les gens m'ont dit, putain, Faubert, Flaubert, Madame Bovary, parce que le mec bovarise et tout, mais rien du tout, mec, c'est juste parce qu'il n'y avait pas de trait rouge. Voilà. J'adore cette anecdote. Elle est géniale. Je l'adore. Elle va rester dans les annales. Alors, la dernière question étant de te transposer en 2074. Alors, c'est pas simple. Et donc, peu importe les progrès scientifiques, peu importe, considère que tu es en vie, Nicolas, en C'est ça 2074. la Qu'est-ce question. qui est autour? Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Ce qui se passe autour de moi. Bah, je pense qu'on aura un influenceur au JT de 20h, quoi, genre Squeezie au JT de 20h, ça sera, voilà, il n'y aura plus de JT de 20h, ça sera sur nos tablettes et tout. Non, plus sérieusement, moi, ce qui m'intéresse en 2074, c'est la vie sentimentale des gens, et ça sera une sorte de Mario premier regard puissance 100 000, l'émission sur M6, tu vois, Mario premier regard, le taux de compatibilité qu'ont les gens entre eux. En fait, ce qui est terrible, c'est que moi, par exemple, concrètement, j'ai 0,1 de compatibilité avec ma compagne. Mais
en 2074, il faudra être absolument compatible avec la personne avec qui on soit. C'est-à-dire que si tu es représentant chez Carglass, il faudra que tu sois représentant chez Midas et pour être ensemble. Il faudra que les gens se ressemblent parce que je pense que on va vers un monde où les gens ne dialoguent qu'entre eux. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, mais je vois les gens, en fait, quand ils dialoguent, les complotistes ne vont que sur des sites complotistes. Les écolos ne vont que sur des sites écolos. Les mecs de la France insoumise ne vont que sur des sites de la France insoumise. Donc, du coup, les gens se recroquevillent les uns sur les autres et ne communiquent qu'entre eux, les uns avec les autres. Et donc, pour la vie sentimentale en 2074, ça sera pareil. C'est-à-dire que ça sera très consanguin. C'est-à-dire que une militante écolo révolutionnaire sera avec un militant écolo révolutionnaire et ainsi de suite. Et si tu fais du jogging le matin, si tu aimes l'aquarelle et le yoga, tu seras avec un mec qui aime le jogging le matin, qui fait de l'aquarelle et du yoga. Ce qui est dommage, parce qu'il y a qu'en se frottant aux différences des autres, on peut découvrir des mondes. Et on va vers un monde où c'est exactement l'inverse qui va se passer. Les gens vont vivre qu'en petites cellules, quoi, qu'en petites communautés. Je trouve ça dommage. Puis comme j'ai une santé de fer, je serai encore là pour le voir. Donc. Très bien. Très bien. Voilà. Merci, Nicolas. Et regardez Mario au premier regard, parce qu'en ce moment, Loïc va pas bien du tout dans Mario au premier regard. Loïc, il est avec Ophélie, et Loïc, il arrive à. Loïc, il a la romancite aiguë, il dit. Alors Loïc, il rêvait d'être avec Ophélie et tout. Toute sa vie, c'était Mario au premier regard. Mais le problème, c'est que le soir de la mine noce, il a mis un pyjama Kiabi. Ça va pas du tout, Kiabi, la mode à petit prix. Le pauvre, il était étriqué dans son pyjama Kiabi et ça le faisait pas du tout. Et Ophélie, tout de suite, si tu veux, elle sentait que c'était pas l'homme de sa vie, quoi. Et au petit matin, il y avait la régie avait préparé un petit déjeuner. Le mec, il veut bien faire, il dit « Oh, super, il y a des chocolatines ». Et là, elle lui dit « Quoi, t'as dit chocolatine au lieu de pain au chocolat ?» Et le mec, il dit « Ah oui, c'est une chocolatine ». Et là, elle dit « Oh, t'as dit chocolatine ». Et là, tu vois, c'est le point sur le nez de Roland Barthes. Tu vois, c'est-à-dire qu'on voit, dans ce coup, elle a vu le défaut du mec, elle a fait une fixette sur chocolatine. Elle a dit « Putain, mais un mec qui dit chocolatine, je peux pas me marier avec lui, quoi ». Et d'où il met un pyjama pour sa nuit noce, mais je suis d'accord, je sais pas d'où il met un pyjama, je sais pas. Tout de suite, c'est plus passionnant quand c'est Nicolas qui nous raconte Mario au premier regard. Oui, je devrais faire un débrief de Mario au premier regard. Je devrais faire, tu sais, on débrief Mario au premier regard. Donc voilà, il a dit chocolatine, ça l'a pas fait du tout. Elle a dit chocolatine, bah oui, moi je trouve très bien ça, le de chocolatine, mais bon, bref. Donc voilà, et depuis, il essaie de ramer comme un fou pour rattraper le truc, mais le problème, c'est qu'il lui pose jamais aucune question. Aucune question. Alors, il appelle Gilbert Bou. Gilbert Bou, c'est le sexologue. Il dit Gilbert, en voyage de noces. Rien. Gilbert, ça va pas, qu'est-ce que je dois faire? Gilbert, il lui dit mais est-ce que vous lui avez posé des questions? Il dit quoi? Des questions? Non, je n'ai pas posé de questions. Il faudrait lui poser des questions. Mais comme quoi? Ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle aime, ses passions, ses hobbies. Ah bon, vous croyez? Bah oui, il raccroche. Alors, Ophélie, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Ah tu t'intéresses enfin à moi, parce qu'elle est vexée, ça fait 4 jours qu'ils sont ensemble, il n'a pas posé qu'une question. Donc au lieu de répondre, elle fait genre, je fais la gueule. Voilà. Bon, il y a un sujet de livre, hein. Il y a un sujet de roman là derrière. Il y a peut-être un truc. Sociologiquement, ça a l'air très intéressant. Je ne regarde pas, mais ça a l'air très intéressant. Vachement bien, Mario au premier regard. Super. Ouais. Et si on s'abonne sur M6, on peut avoir les 2 épisodes en avance pour la semaine d'après. Non, parce que quand on est addict, on est addict. Hein. Il y a des addictions qui sont plus saines que d'autres. Oui, comme respirer les aisselles de sa compagne aussi. Ah, on sent que... Oui, c'est vrai. On sent que j'ai lu le livre. Eh oui, je sais. Le problème, c'est quand elle va à la piscine, parce que du coup, elle est obligée de s'épiler et après, j'ai plus de... Enfin, bref. Ouais, non. Voilà, là, il faut... Non. Arrêtez là.
On va arrêter là. On va Coupez. rendre l'antenne. On va rendre l'antenne. À vous, Cognac J. À vous, les studios. À vous les studios. Merci infiniment à tous les deux. Merci Nicolas, merci Marion. Et sache qu'on t'aime particulièrement, Moi Nicolas, aussi. et tu Madame mérites Fort. tout l'amour du monde. Et vraiment, on est tellement attendris par tout ce que tu dis, par tout ce que tu écris. Merci. Merci d'être toi et merci de continuer à écrire surtout. Par pitié, ne t'arrête jamais. Ne t'arrête jamais. Merci à toi, Anthony. Merci beaucoup, mon chéri. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer à chaque fois. Ça nous donne. Ouais. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Merci Mario, merci Nicolas. À bientôt. Ciao. Merci.